Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Nous sommes en année électorale et notre épisode d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux personnes qui envisagent de soumettre leur candidature lors des prochaines élections provinciales. Alors, nous allons nous intéresser plus particulièrement sur les impacts que le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale peut avoir sur la vie personnelle des élus et sur celle des membres de leur famille. Pour en discuter, j'ai avec moi ma collègue Élodie Gagné-Lafrance, qui est également avocate auprès du commissaire. Bonjour Élodie. Bonjour. Ainsi que la commissaire Ariane Mignolet. Bonjour Ariane. Bonjour François, bonjour Élodie. Ariane, c'est important pour les candidates et les candidats aux élections provinciales, surtout celles et ceux qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale, de s'interroger sur les effets que leur élection pourrait avoir sur leur vie personnelle. À ce titre, le commissaire souhaite jouer un rôle dans l'accompagnement des candidats pour leur permettre de faire cette préparation-là. Oui, François, tout à fait. C'est certain que quand on souhaite devenir membre de l'Assemblée nationale, donc on veut poser sa candidature aux élections, il est fondamental de connaître certaines dispositions du code qui vont non seulement affecter sa vie personnelle, mais qui vont dicter évidemment la manière dont on va s'acquitter de sa charge. Et il y a des impacts effectivement qui sont importants pour la personne elle-même, mais aussi les membres de sa famille immédiate. Donc, l'épisode d'aujourd'hui se veut en quelque sorte une introduction au code, en quelque sorte aux dispositions qui sont très importantes, qu'il est très important de connaître quand on veut se lancer. L'idée est comment je dirais, d'allumer des lumières pour les gens, donc qu'on débarre cette réflexion-là sur ce que les règles déontologiques peuvent avoir comme impact dans le quotidien des gens. Comme tu disais, on tournera pas, on ne fera pas le tour de toutes les dispositions, peut-être 5 aspects qui seront euh, plus particulièrement marquant pour la réflexion. Donc, on va parler notamment de la divulgation des intérêts personnels et ceux de la famille immédiate des membres de l'Assemblée nationale, de certaines questions liées à l'incompatibilité des fonctions, la nécessité de se départir de certains intérêts dans des entreprises et aussi certaines restrictions liées à l'emploi après le mandat, notamment pour les membres du conseil exécutif. Donc, les règles peuvent des fois surprendre des candidates ou des candidats de tout horizon par ailleurs, mais elles vont découler du rôle qui est particulier, qui est important aussi dans la démocratie québécoise. Et Élodie, peut-être, dans un souci de transparence, les élus font des déclarations, mais ça va couvrir non seulement les élus, mais aussi leur famille immédiate. Absolument. L'exercice de la déclaration des intérêts est un exercice de transparence qui se veut un peu indirect au sens où le bureau de la commissaire a nécessairement accès à une grande quantité d'informations. Par contre, ce qui sera rendu public est un peu moindre. Dans certaines autres juridictions, il y a des informations très personnelles et très spécifiques qui seront divulguées. Ce n'est pas notre cas. Mais il faut que les candidats et les candidates sachent qu'ils auront à divulguer de l'information comme leurs actifs, l'état, par exemple, de leur passif également. Ça peut aller aux revenus antérieurs ou aux revenus qui seront générés pour les années futures. Ça peut aller aussi pour la famille immédiate. Est-ce que le conjoint a une entreprise? Est-ce qu'il y a des marchés avec l'État? Et il en va de même pour les enfants qui seront à charge. Donc, c'est une partie de la famille immédiate. Mais on peut comprendre que c'est un exercice qui fait qu'une personne doit divulguer à une institution qui est tierce des informations de nature très personnelle. Et ce processus-là se fait de façon importante pour accompagner le nouvel élu, accompagner la famille aussi dans des dispositions, des mesures qui devraient être mises en place pour prévenir généralement les conflits d'intérêts. Puis je pense que c'est important de le souligner. Je pense que c'était le premier sujet à aborder parce qu'effectivement, c'est quasiment le premier contact
qu'a un nouvel élu avec le bureau du commissaire, c'est-à-dire le jour 1 de son élection. Donc, dès qu'il est élu, c'est à peu près la première chose qu'il doit faire, c'est la première étape. Dans les 60 jours de son élection, la déclaration doit être remplie. Donc, c'est pas anodin qu'on ait commencé par ce sujet parce que c'est à peu près la première chose, le premier contact qu'on va en avoir, c'est féliciter la personne élue et lui dire, bon, ben voici un formulaire à remplir et ça sera un plaisir récurrent d'année en année parce que cette déclaration doit être mise à jour annuellement, un peu comme à peu près à la même période de l'année qu'on fait les impôts. Et Absolument. d'avoir cette Puis réflexion-là avec les gens de l'entourage aussi, parce que c'est une chose pour un membre de l'Assemblée nationale ou pour un candidat de dire je vais être une figure publique. Donc, il y a un niveau de divulgation et de transparence qui est nécessaire, mais au niveau de ce qui doit être divulgué au commissaire pour les membres de la famille immédiate, il ne faut pas qu'il y ait une surprise soudaine suivant l'élection. justement, pour les membres de la famille immédiate, dans ce qui est rendu public pour un député, ça le concerne davantage dans le sommaire, ce qui est déposé sur notre site Web. Par contre, pour un membre du conseil exécutif, il y a des informations additionnelles qui sont demandées pour la déclaration, mais il y a des informations additionnelles qui seront aussi rendues publiques pour le conjoint ou la conjointe et les enfants à charge. Donc, c'est une réflexion à avoir aussi sur les conséquences que ça peut avoir, ou est-ce que l'entourage est prêt à voir, comme tu le disais, sa vie qui était jusqu'à maintenant plus privée, révélée, même si généralement les informations sont assez, je dirais, générales, pour ne pas me répéter, mais il en demeure pas moins que ça peut avoir une incidence sur les membres de la famille, ce qui peut être divulgué ou non sur le registre public de la commissaire. Comme tu disais, Ariane, les déclarations d'intérêt, c'est un premier contact avec les nouveaux élus. C'est aussi, comme le disait Élodie, une façon de voir, d'avoir une vue d'ensemble aussi des intérêts qu'une personne peut avoir personnellement et ça permet à nous, au commissaire, en prévention, d'intervenir pour éviter des conflits d'intérêts potentiels. La fonction de membre de l'Assemblée nationale exige occasionnellement des renoncements sur certains engagements passés ou certains intérêts qu'on détient. Donc, ça aussi, c'est une considération qu'on doit avoir, notamment en termes d'incompatibilité de fonction ou dans le cas des membres du conseil exécutif, une exclusivité de fonction qui doit être donnée à l'État et aussi au niveau d'intérêt dans des entreprises. Donc, deux situations de conflit d'intérêt importants. Peut-être on pourrait commencer par ce qui est la notion d'incompatibilité de fonction. Est-ce que ça peut impliquer pour un député? Oui, absolument. On peut commencer par ça. Tu l'as mentionné, pour un député, on parle d'incompatibilité de fonction et pour un ministre, donc un membre du conseil exécutif, on parle d'une exclusivité de fonction. Donc, à la limite, c'est beaucoup moins compliqué pour un membre du conseil exécutif. On ne peut rien faire d'autre que sa fonction de ministre. On ne peut pas siéger à d'autres conseils d'administration, on ne peut pas être impliqué autrement. Donc, c'est un peu plus... la règle est plus simple, en quelque sorte, parce qu'elle est très, très stricte. Mais au niveau de l'incompatibilité de fonction des députés. Donc, les députés peuvent, en théorie, occuper d'autres fonctions que leur charge de député. Effectivement, pour les députés, les candidats et nouvellement députés qui arriveront, ils ont tout un parcours et généralement, ils sont recrutés par les partis politiques parce qu'ils ont un ancrage dans la communauté ou encore ils ont des compétences spécifiques dans un domaine qui peut servir une circonscription en particulier. Parfois, ils vont souhaiter poursuivre ces activités-là partiellement parce qu'évidemment, on comprendra que l'exercice de la charge de député est très importante et que ça doit être en vertu du code, au cœur de leur mandat, puis ça, c'est à prendre en compte. Donc, les incompatibilités de fonction, ce qui est prévu pour les députés, c'est qu'il y a diverses fonctions qui ne peuvent pas être exercées de façon concomitante. Par exemple, le nouvel élu ne pourrait pas être conseiller municipal à la fois en même temps. Donc, dans le cas où il était conseiller municipal jusqu'à son assermentation, il devrait y avoir démission
à ce titre et poursuivre à titre de député. Donc, il y a des interdictions qui sont très claires, mais il y a d'autres, par exemple, on ne pourrait pas non plus être un employé du gouvernement au même moment, on ne pourrait pas non plus exercer des fonctions dans une organisation internationale à but non lucratif, mais il y a certaines autres choses qui peuvent être permises. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, avec certaines restrictions. Un candidat nouvellement élu qui aurait une charge d'enseignement pourrait contacter la commissaire pour voir dans quelle mesure c'est possible de poursuivre cette activité-là dans le domaine de la santé aussi, parce que parfois, il peut y avoir un médecin qui, pour maintenir l'exercice, son titre doit faire certaines activités de formation, doit faire certaines heures en clinique, par exemple. Donc, ça, c'est à évaluer aussi. Pour le reste, par exemple, le maintien d'activité avec une entreprise, il n'y a pas d'interdiction totale. Par contre, en s'appuyant sur les incompatibilités de fonction, il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être abordés pour s'assurer que la poursuite de d'autres activités parallèlement à l'exercice de la charge est conforme à l'application du code, notamment en matière d'assiduité. Une petite illustration dans ce que tu dis, quelqu'un qui conserverait une charge de cours, ce n'est pas incompatible avec le code, mais par exemple, si sa charge de cours lui demande de donner un cours les mardis après-midi et les mercredis matins de chaque semaine, et donc manquerait les séances de l'Assemblée nationale, notamment les périodes de questions 2 fois sur 3, c'est un problème. Absolument. Absolument. Puis ce Donc, sera à c'est... regarder aussi en fonction Oui. du risque de conflit d'intérêts parce que c'est pas parce qu'en soi une fonction est possible que ça ne mettrait pas le membre de l'Assemblée nationale à risque d'avoir son indépendance de jugement affectée. Et ça, c'est une disposition du Code qui s'applique en toute occasion. On ne peut pas, par un cumul, contrevenir à ça. Donc, c'est des situations d'analyse qui doivent se faire. C'est pour ça que le commissaire est là aussi pour accompagner les gens dans leur réflexion liée à ces situations-là qui peuvent être, comme tu disais, là, très complexes, là. Effectivement, la notion de conflit d'intérêts qui est dans l'application des codes d'éthique et de déontologie, qui est un élément très important parce qu'on a on arrive avec un bagage et il y a si on décide de poursuivre certaines activités, il faut prendre en compte, comme ça a été mentionné précédemment, que le député ne doit pas se placer dans une situation où son indépendance de jugement pourrait être mise en cause. Et il y a aussi la question de favoriser des intérêts personnels, ceux de la famille immédiate. Donc, quelqu'un qui souhaiterait poursuivre certaines activités, par exemple, dans le cadre de son entreprise, qu'il a mis sur pied, et il souhaite tout de même maintenir des activités de gestion ou ce genre de choses-là de façon restreinte, il en demeure pas moins qu'il doit prendre en compte le fait qu'il ne pourra pas favoriser ses intérêts. Par exemple, on parle beaucoup des médias sociaux. Il ne pourrait pas, sur ces médias sociaux, à titre de député, faire la promotion des activités de son entreprise qu'il a à titre privé. Donc, il doit y avoir une frontière qui est tout à fait étanche entre les activités personnelles, professionnelles et les activités à titre de député. C'est important ce que tu dis, Elodie, parce que bon, les deux concepts auxquels tu fais référence, on parle ici des articles phares en matière de conflit d'intérêts du Code. On parle des articles 15 et 16, donc l'indépendance de jugement, puis ne pas favoriser les intérêts. Puis, en matière d'indépendance de jugement, c'est quand même très important de comprendre que ce qui est attendu, c'est qu'on ne se place pas, que le député ou la députée ne se place pas dans une situation où un intérêt personnel pourrait influencer son indépendance de jugement. Donc, le critère, ce n'est pas que l'intérêt personnel influence effectivement l'indépendance de jugement, mais qu'elle pourrait. Donc, ce critère-là, on demande donc aux élus de prendre les mesures, les dispositions nécessaires pour ne pas se retrouver dans une situation où
ça peut donner l'apparence qu'il y a un problème, d'où l'importance, puis tu l'as mentionné, donc il faut prendre des mesures et c'est ça un peu le rôle du secteur de la prévention du commissaire, c'est d'accompagner les élus là-dedans, c'est de dire, bon, ben, parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, bon, ben d'accord, je continue à effectuer de certaines fonctions qui ne sont pas incompatibles, je n'ai pas d'enjeu d'assiduité, etc. Mais il faut quand même peut-être mettre des mesures en place pour justement protéger, pour ne pas que l'impression soit là que l'élu est dans une situation où il pourrait quand même, son action pourrait influencer en quelque sorte là, son autre entreprise ou son implication dans toute autre tâche. Donc, des mesures qui peuvent être mises en place ici, donc avec l'accompagnement du bureau du commissaire, sont très importantes. Et c'est aussi Absolument. pour ça qu'on demande des informations sur la famille immédiate, parce que les activités de conjoint-conjointe et des enfants à charge peuvent avoir une incidence sur les obligations déontologiques de l'élu lui-même. Donc, d'avoir ce portrait général-là est nécessaire. Puis, c'est une discussion à avoir avec son entourage avant de se présenter comme candidat, parce que ça peut avoir des incidences, oui, sur l'élu, mais aussi sur sa famille. Absolument. Puis j'ajouterais qu'effectivement, le premier contact et la déclaration des intérêts dès l'arrivée du membre de l'Assemblée nationale suite à son assermentation, mais c'est un travail qui se poursuit de façon continue parce qu'ils auront à rencontrer diverses situations qu'ils n'avaient pas nécessairement vu venir parce qu'ils ont une personne, le conjoint ou la conjointe qui souhaite s'impliquer, par exemple, dans un OBNL. Donc, l'objectif des dispositions du Code, ce n'est pas d'empêcher que les gens s'investissent dans la communauté ou dans... l'objectif, c'est de s'assurer qu'on met les bonnes balises en place pour qu'il y ait une application du Code qui soit adéquate, puis que l'élu ait en perspective ces éléments-là, les notions de conflit d'intérêts, puis s'assure qu'il a les réflexes pour gérer ce type de situation-là de façon adéquate. Une autre des situations auxquelles doit avoir une réflexion, c'est la détention d'intérêts dans des entreprises, ce qui peut évidemment inclure l'élu lui-même, mais aussi les membres de sa famille immédiate. Le Code a des conditions très strictes pour les entreprises qui entretiennent des marchés avec l'État. Donc avec un gouvernement, un ministère ou un organisme de l'État. Ce qui peut amener les gens à faire des choix difficiles si l'entreprise dépend de programmes de subvention ou d'un contrat avec un ministère. C'est aussi des réflexions à avoir là, avant de se lancer dans la campagne. Absolument. Puis quand on parle d'une entreprise ou simplement qui aurait des marchés avec l'État ou de la personne directement, il faut comprendre d'entrée de jeu, puis je ne veux pas rentrer dans les définitions puis le technique, mais il faut quand même savoir que marché avec l'État, c'est très large. Donc, on ne parle pas seulement de contrat, on parle de subvention, on parle de crédit d'impôt, on parle de... Donc, c'est important de bien comprendre quand on parle de la détention, quand il est question de la détention d'intérêts dans certaines entreprises qui pourraient avoir des marchés avec l'État. Il faut comprendre que c'est au sens large. Donc, dès qu'il y a un impact quelconque, il faut se questionner, là. Puis, évidemment, il y a aussi des règles bien spécifiques selon qu'on est député et selon qu'on est membre du conseil exécutif. Comme Marianne, tu le disais, la règle étant plus stricte pour les ministres, il y a deux types d'entreprises là, de façon très générale. Il y a les entreprises qui sont dans les marchés boursiers, qui sont des entreprises en bourse, qui, dans ce cas-là, si on souhaite conserver les intérêts dans ces entreprises, ils se doivent d'être déplacés soit dans une fiducie sans droit de regard ou un mandat sans droit de regard, et dans des entreprises qui seraient hors bourse, et donc on peut dire peut-être davantage privées. La personne qui offre des services de tout type, mais dont l'entreprise n'est pas cotée en bourse, par exemple.
Dans ces cas-là, il ne peut y avoir de marché avec l'État. La règle est très claire. Puis comme Ariane le dit, c'est vu assez largement dans le cas de la définition des marchés. Donc, soit il n'y a plus de marché avec l'État, soit on doit se départir de nos intérêts dans cette entreprise-là qui fait des marchés avec l'État. Pour revenir un peu aussi avec les membres de la famille immédiate, par exemple, un conjoint qui aurait d'un ministre qui aurait des marchés avec l'État, bien, il y a certaines spécificités au sens où il doit y avoir une analyse faite par le bureau de la commissaire parce que il peut y avoir certaines interdictions spécifiques sur les marchés qui pourraient être débutées, mais il y a certaines autres permissions qui peuvent être accordées pour un membre de la famille immédiate qui aurait des contrats avec l'État, des marchés. Pour les députés, comme on l'a dit, la règle est un peu plus souple, mais pour ne pas entrer davantage dans le détail, il faut comprendre qu'il y a des grandes lignes qui diffèrent et qui sont plus strictes pour les membres du conseil exécutif, mais que dès lors qu'il y a des marchés, c'est une nécessité de contacter la commissaire pour s'assurer que tout est bien en place et que c'est possible ou non de maintenir ce genre de marché. Et je pense qu'il faut le souligner ici, surtout pour des petites entreprises, des entreprises familiales, c'est une réflexion hyper importante à avoir d'entrée de jeu parce que ça peut avoir des conséquences vraiment majeures pour la poursuite des activités de l'entreprise. Une entreprise qui ne pourrait maintenir son marché principal avec l'État, dans certains cas, ne pourrait même pas continuer d'opérer, ce qui peut avoir des conséquences sur l'élu, sur son entourage. Donc, hyper important de se poser ces questions-là et d'anticiper les coûts plutôt que d'être placé dans un coin où la personne est soit forcée de se disposer de l'entreprise ou mettre fin au marché. Donc, une réflexion à avoir d'entrée de jeu. Autre chose à considérer pour les candidats, c'est que ce soit leurs intérêts personnels, ceux de leur famille immédiate, mais aussi la détention d'intérêts dans les entreprises, les intérêts personnels d'une personne peuvent avoir un impact sur leur capacité à intervenir dans certains débats. Donc, les membres de l'Assemblée ont certaines obligations de déclaration et à se retirer de certains débats dans lesquels ils auraient des intérêts personnels. C'est une règle importante qui va devoir être maintenue pendant l'entièreté de leur fonction comme membre de l'Assemblée nationale. Oui, puis François, tu fais bien de le souligner, c'est un article quand même important, donc c'est quand même c'est une information qui est très importante à savoir parce que souvent on peut être élu justement parce qu'on a une connaissance fine d'un milieu dans une région donnée et qu'on dit, bon, ben voici, moi, je connais très bien ce milieu-là parce que justement, je possède soit une entreprise familiale, soit, etc. Et donc, je connais la réalité et je vais bien vous représenter à l'Assemblée parce que je connais cette réalité-là. Puis on arrive en poste, si je peux dire, on est élu et on réalise que ben, dans certains cas, on ne peut pas participer au débat et on voudrait, et parce que justement, on a la connaissance, mais le code ne permet pas. Donc, il y a une limitation en quelque sorte au droit de parole d'un élu dans les cas où celui-ci détient un intérêt personnel, financier, donc pas seulement pas seulement personnel, mais financier, et qui est distinct donc des intérêts de l'ensemble de la population ou de l'ensemble de la députation. Donc, c'est quand même c'est des critères cumulatifs. Donc, on parle d'une limitation au droit de parole, donc c'est quand même pas très, très large, donc on la limite, mais quand même, effectivement, ça peut poser des enjeux et non seulement on ne peut pas voter, si je peux dire, sur une mesure comme telle, mais on ne peut pas participer au débat même. Il faut se retirer du débat. On parle de toutes sortes de débats, hein. Ça peut être un projet de loi, ça peut être une motion sans préavis qui est présentée comme ça. Donc, c'est une disposition pour laquelle il est fortement conseillé de consulter dès qu'on pense qu'il pourrait y avoir un enjeu de ce côté-là.
Avec des mesures de prévention qui doivent être prises et cette réflexion-là préalable. Puis un exemple, ce serait quelqu'un qui est investi dans une industrie, qui a monté une entreprise dans un secteur particulier et qui est fier de ce que cette industrie-là apporte au Québec, mais qui, rendu à l'Assemblée, serait plus en mesure d'appuyer des projets de loi qui viseraient justement à appuyer le secteur ou l'industrie dans lequel il est investi. C'est un exemple, mais il peut y en avoir là, plusieurs en fonction du bagage des gens. Donc, euh, oui, le commissaire sera toujours là pour accompagner les membres de l'Assemblée nationale sur ces questions, mais encore une fois, c'est à réfléchir avant de se lancer comme candidat lors des élections pour être sûr de ne pas être confronté à ce blocage-là qui n'est pas là dans le but d'empêcher les gens de participer au débat, mais d'empêcher qu'il y ait un conflit d'intérêts qui se manifeste dans les débats à l'Assemblée. Parlant de l'expertise des gens, euh, le code va prévoir pour les membres du conseil exécutif, donc pour les ministres, des règles d'après-mandat. Euh, il est peut-être tôt dans la tête des gens qui se présentent comme candidats de réfléchir à ce qu'ils feront après avoir fait leur service à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même une réflexion à avoir parce que les règles d'après-mandat vont, dans certaines occasions, limiter la capacité des gens de retourner dans leur ancienne carrière en fonction des fonctions qu'ils auront eues, là, du portefeuille ministériel duquel ils auront été responsables. Donc, ça fait aussi partie des réflexions que les gens doivent avoir, là, cette réflexion à long terme, si évidemment, là, un jour, ils sont nommés au conseil exécutif. Je peux d'abord aborder les deux types de règles qui sont applicables en matière d'après-mandat pour les membres du conseil exécutif seulement. Les plus faciles à comprendre de par la limite de temps et celles qui concernent la période de 2 ans suivant la cessation des fonctions. C'est-à-dire que tout d'abord, l'ancien membre du conseil exécutif peut accepter un emploi dans différentes entités de l'État dont le code fait une énumération. Et ensuite, advenant le cas où il accepte un poste qui souhaite accepter un poste qui n'est pas dans une entité de l'État, ce sur quoi il doit se questionner, c'est est-ce que j'ai eu des rapports officiels directs et importants dans l'année qui précède la cessation de mes fonctions à titre de membre du conseil exécutif avec cet organisme-là, cette entreprise privée-là. Et là, de façon très contextuelle, on se doit d'évaluer qu'est-ce qu'un rapport officiel direct qui est important. Donc, comme tu disais, François, c'est de lier avec les responsabilités. Un ministre dans un certain domaine n'aura pas nécessairement de contact avec des entreprises dans un secteur qui relève d'un autre ministre complètement. Une fois qu'on se dit oui, c'est possible d'accepter parce qu'il n'y a pas eu de rapport officiel direct et important. Il s'agit de voir la seconde interdiction qui demeure pour une période de 2 ans, qui est celle de ne pas intervenir auprès de tout ministère ou de toute entité de l'État avec laquelle le ministre a eu des rapports officiels directs et importants. Oui, parce que Mercier l'a dit, effectivement, donc il y a des règles à durée déterminée, mais il en existe aussi qui perdurent pour indéfiniment, en quelque sorte. Là, donc, à ce titre-là, il ne faut jamais dévoiler d'informations confidentielles ou qui n'est pas de nature publique dont on aurait eu connaissance lorsqu'on est ministre. On ne peut pas la dévoiler par la suite. Donc, ça, c'est une première règle. On ne peut pas non plus tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures dans une situation donnée. Donc ça également, c'est une autre règle qu'il faut respecter et on ne peut pas agir, on ne pourra pas agir dans une même procédure. Donc pour laquelle on aurait agi quand on était ministre. Et donc ça perdure également tout au long là, de la vie d'après, si on peut dire. Je pense que ça fait un excellent tour d'horizon des règles et peut appeler à la réflexion tous les candidates et candidats là, qui se préparent pour les prochaines élections générales au Québec. Euh, Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin.
Merci François. Donc oui, je pense que cet épisode a fait le tour de plusieurs dispositions qui sont importantes. C'était un premier contact pour certains que j'espère pertinent, que j'espère qui vont susciter certains réflexes, certaines réflexions, un certain questionnement. Et il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous pour obtenir un éclaircissement de tout ça. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Ça conclurait notre note d'aujourd'hui. Pour aider les candidates et candidats dans leur réflexion sur les obligations déontologiques qui pourraient s'imposer à eux un jour, le commissaire et le directeur général des élections du Québec ont rendu conjointement disponible un document d'information. Il pourrait être trouvé dans la trousse qui est remise aux candidats par Élections Québec. Vous êtes, comme toujours, invité à suivre les médias sociaux du commissaire, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Vous trouverez nos coordonnées sur le site web www.ced-qc.ca. Mesdames, merci encore une fois de votre participation. À nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à la prochaine note de bas de page.